proposons d'écouter dans un instant la romancière Agnès de Sarthe autour de la parution de son dernier roman, L'éternel fiancé, aux éditions de l'Olivier, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 18 novembre 2021. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Je crois qu'on a une assemblée exclusivement féminine. Et merci à Agnès de Sarthe de nous faire l'honneur de sa présence ce soir après un long voyage. Je précise juste que je pose mon téléphone sur la table parce que je n'ai pas de montre et que nous sommes soumis à une horaire parce qu'Agnès a un avion à prendre après. Ce n'est pas de l'impolitesse si je regarde l'heure. Agnès, est-ce que vous seriez d'accord pour commencer par une... Alors, en fait, moi, dans mes questions, j'avais prévu, si Agnès était d'accord et elle est d'accord, de lire d'agrémenter l'entretien de quelques lectures de certains passages qui s'y prêtaient particulièrement. Est-ce que vous seriez d'accord pour commencer par une lecture ? Bonjour tout le monde, merci d'être venu et je suis enchantée de vous voir, donc j'espère que ce sera réciproque. Alors allons-y pour de la lecture. Avant d'entrer au collège, je n'avais jamais eu envie d'être comme tout le monde. Je désirais l'amour de mes parents, la compagnie de mes sœurs, la chaleur rassurante du foyer. Quand nous rations un train, parce que mon père était à ce point rétif à toute forme d'autorité qu'il estimait humiliant de se soumettre à la contrainte d'horaire décrétée par la SNCF, je m'asseyais docilement sur ma valise et prenais un des sandwichs que ma mère préparait pour nous faire patienter, tirant de son cabas toutes sortes de débris récoltés dans le frigo en prévision de l'attente. Fromage auréolé d'un ravissant duvet de moisissure, saucisson d'âne, restes de salade cuite, morceaux de pain déchirés à la main, rogatons de pâté dont elle grattait à l'aide de l'opinel qui ne la quittait jamais, les coins racornis. Cela ne me semblait pas étrange de grignoter ces rebuts que d'autres auraient jetés à la poubelle, pas plus que je ne considérais comme lassant de devoir passer 3 ou 5 heures assise dans les courants d'air d'une gare parce que mon père avait choisi de modifier au ciseau à ongles la coupe de sa moustache, de faire un tour aux zoo pour aller admirer un émeu mélancolique ou de rester enfermé dans la voiture jusqu'à la fin d'une retransmission en direct de La jeune fille et la mort de Schubert sur l'autoradio. Je ne pensais pas non plus qu'il convenait de se baigner en maillot et non en sous-vêtements. Quelle différence, s'agaçait ma mère. L'important, c'est qu'on ne voit pas les fesses, non ? Et ne remarquait pas les regards pourtant appuyés des vacanciers sur les plages d'été, ou ceux des maîtres nageurs quand nous allions à la piscine durant l'année scolaire, ainsi vêtus. Je trouvais nos plaisanteries familiales désopilantes et ne comprenais pas pourquoi les autres, mes camarades de classe, les instituteurs et les institutrices, les connaissances ou même les amis, ne s'esclaffaient pas, comme nous le faisions systématiquement, quand l'un d'entre nous déclarait en écarquillant les yeux face à une assiette pleine de bonnes choses « Qui va manger tout ça ?» Nous étions le monde, et mon regard demeurait comme myope au reste de l'univers. Merci. Je trouvais que ce passage représentait une bonne entrée en matière et il permet aussi de donner envie si jamais il y a des gens dans l'Assemblée qui ne l'ont pas encore lu. Donc ce roman il tourne autour d'un personnage central, une femme dont on va suivre la vie à 3 époques différentes. Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit ce personnage ? Il est né parce que j'avais besoin de quelqu'un pour parler de l'autre personnage. En fait, le livre il est né pas autour de ce personnage qui est la narratrice et dont on vient de découvrir un petit portrait familial. En vérité, le livre il est parti d'un autre personnage qui était un personnage masculin qu'on découvre dès les premières pages. On le découvre enfant lors d'une scène inaugurale, la scène au cours de laquelle il rencontre la narratrice, et on va le retrouver et il va être comme une sorte de pulsation, de point de repère dans la vie de cette femme qu'on suit de ses 4 ans à ses 50 et plus. Donc le personnage d'Étienne, c'est par lui que le livre est arrivé, et de manière très énigmatique, je ne savais pas qu'il s'appelait Étienne,
on ne sait pas comment s'appellent les personnages quand ils viennent vous rendre visite la nuit, le jour, pour vous dire « je viens pour le livre ». Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, il est venu pour le livre, et quand il est venu pour le livre, il était assez étrange parce que tout ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il était très jeune, maigre, et que dans ses bras, il y avait une femme, puis deux, puis plus, et qui étaient toutes beaucoup plus âgées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fabriques ? Et il m'a pas répondu vu que c'est un personnage. Et donc j'ai écrit le livre pour comprendre ce qu'il fabriquait. Et il fallait, voilà, et je me suis dit, mais qui le voit pour que moi je puisse le voir ? Et c'est comme ça que cette jeune femme, enfin qui là est une jeune fille, est arrivée. Alors c'est vrai que je me suis beaucoup servi de souvenirs, d'éléments de décor personnels. Donc c'est comme une sorte de double pour l'époque, pour les lieux, pour certains détails, mais en fait c'est tout ce qui est fondamental et à côté de la plaque et ne correspond pas à ma biographie, et tout ce qui est de l'ordre du détail qui n'a aucune importance correspond à ma biographie. Mais ça me donnait un point d'appui. Donc voilà comment elle est née. Elle est née pour découvrir Étienne, et elle est née en s'appuyant sur mon histoire. Parce que vous n'avez jamais envisagé de prendre Étienne comme personnage, comme narrateur de votre histoire. Vous me demandez, est-ce que vous avez envisagé de prendre Étienne comme amant ? Et si, bien sûr, mais on n'est pas là. Non, pardon. Oui, en fait, j'aurais pu, puisque, comme je l'ai dit, il est venu toquer à la porte de mon atelier en disant « je viens pour le livre ». J'ai essayé, et je voyais que j'essayais de l'attraper, et puis c'était pas possible, il s'échappait. Et je me suis dit, bon, va falloir l'apprivoiser, on va aller jusqu'à lui par des détours, par des tâtonnements. Alors ça peut paraître un peu foutraque ce que je vous raconte, et on peut avoir l'impression que j'invente, mais je vous assure que c'est la description la plus précise que je peux donner de ce qui s'est passé. Oui, vraiment, il occupait le terrain, mais... Ça vous permettait en même temps de l'appréhender en même temps que le personnage, quoi. En même temps que la narratrice. Oui, c'est comme si j'avais lancé un enquêteur, que j'avais engagé cette narratrice pour enquêter sur ce personnage. C'est elle qui enquête. Et alors c'est un roman très riche puisqu'il aborde énormément de thèmes, évidemment l'amour, mais aussi la mort, l'amitié, un peu la religion, la musique évidemment, la mémoire, les souvenirs. Est-ce que ce sont des fils que vous avez tirés au fur et à mesure, ou est-ce que c'était très clair dès le départ, mais visiblement non? Ça a été pas clair jusqu'à la fin, et je crois même que j'ai compris le livre une fois que je l'avais terminé, et encore même pas tout de suite. Je crois que je l'ai compris quand un ami très cher l'a lu et m'a expliqué de quoi ça parlait. Parce que j'étais assez... Enfin, comment dire... c'est pas toujours comme ça. Hein. Parfois, je sais un peu plus de quoi je parle, mais là, j'étais plongée dans l'inconnu. En même temps, pendant que j'écrivais, j'avais comment dire, j'étais vraiment comme poussée dans le dos, quoi. Il y avait vraiment une force qui me menait quelque part, mais je comprenais pas vraiment pourquoi il y avait ces personnages, pourquoi, etc. Et en fait, ce qui s'est dessiné, quand même, pendant que j'écrivais le livre, je me suis dit à un moment, je me demande si t'es pas en train d'écrire un livre sur le temps. Et je me suis dit, heureusement que je m'en suis pas rendu compte avant. Parce que pour un écrivain, écrire un livre sur le temps, quand on passe après Marcel Proust, Virginia Woolf, etc., en général, on referme la porte de l'atelier, on va faire un gâteau, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc c'était pas mal que je ne le sache pas. Et finalement, il est pas mal question du temps. Ouais. Oui. Il y a beaucoup question effectivement de temporalité. Alors autant au niveau de la construction du roman, puisque voilà, à plusieurs époques de sa vie, mais tout se relie quasiment toujours à ça. Et puis alors moi j'ai eu la sensation à la fin, en arrivant vraiment à la toute fin, je me suis dit c'est comme si on avait fait un tour du cadran en fait. Voilà, je sais pas si c'est que tout prend son sens à la fin, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et voilà. Et puis il est question de temps de manière beaucoup plus concrète aussi, notamment vers la fin. Alors je précise que les morceaux que j'ai choisis pour les lectures
normalement ne donneront pas d'indices trop importants pour ceux qui ne l'auraient pas lu. C'est pas un roman policier. En Voilà, même temps, il n'y aura pas de spoiler incroyable, voilà. Et donc à la fin, il est question, entre autres, justement, d'une interaction avec un horloger des passages que j'ai trouvé absolument formidables. Si vous êtes d'accord pour nous le lire, je pense que ça donnera une idée. Alors ça, c'est vers la fin. Ouais, alors j'ai la page. Page 225. Alors vous voulez que je lise quoi là-dedans? Parce que non, mais c'est un chapitre, on va pas lire le chapitre en entier. Et puis à un moment, vous allez vous épanouir et je comprendrai que j'ai trop duré. Non. J'ai pas mis de fin cette fois. Alors je vais. Il se peut que je fasse des coupes pendant que je Comme lis, vous voulez. je vous préviens. Pas de Parce problème. que voilà. Il faudra, voilà, pour ceux qui ne l'auront pas lu, lire le livre pour remplir les trous. Du coup, voilà. Ouais, c'est ça que je vais faire. Donc le chapitre, il s'appelle « Dans la boutique de l'horloger ». La vitrine était étroite, les étagères recouvertes de satin blanc molletonné paraissaient tenir en équilibre par magie, sans crémaillère. Je m'étais arrêtée devant la bijouterie pour regarder les bagues, affreuses comme elles peuvent l'être, avec leur or trop vif, leurs pierres taillées en série, leurs petits détails encombrant la ligne pour faire moderne. Les prix étaient élevés, écrits à la main sur de minuscules étiquettes. Qui peut bien acheter des choses pareilles à un prix pareil, me demandai-je. J'imaginais les fiançailles, le mariage, les noces de coton, de perles, d'argent et d'or. Ainsi s'aiment les humains, me dis-je, et cela me donna envie de me changer en chienne ou en biche. Les montres aussi m'intriguaient. Certaines avaient un énorme cadran, lui-même divisé en plusieurs cadrans, chacun pourvu d'un trio d'aiguilles. On y mesurait tout. Les heures, les minutes, les secondes, les décalages horaires, les records à la course à pied, la pression atmosphérique et que sais-je encore. D'autres avaient un fin bracelet orné d'une pastille énigmatique de la taille d'une pièce de 5 cents. Je dis 5 cents alors que je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas écrit dans le livre, ça. Sans un seul chiffre, rien que 2 bras, un petit et un grand, perdus dans l'infime immensité, progressant sans bruit, sans heurts, évoquant des journées délicates, passées à ne rien faire, sinon ses ongles, le cœur fatigué pourtant par une tristesse filandreuse. J'étais restée trop longtemps devant la vitrine pour ne pas entrer. Les yeux grossis par des verres corrigeant l'hypermétropie étaient noirs et brillants, curieux. Pourquoi pas, songeai-je, pourquoi ne pas entrer et tuer ainsi, en compagnie de ces pierres laides et de ces bracelets chronométriques grotesques, la demi-heure qui me séparait de mon rendez-vous. « Vous vendez des montres ?» dis-je au bijoutier après avoir refermé la porte derrière moi. « Je vends des montres », dit l'homme en blouse blanche fermé sur un col de chemise noire. « Oui, je vends des montres. »« Et les gens achètent ?»« Oui, les gens achètent. Ils achètent des montres. » Pourtant, l'heure est partout, sur les téléphones, les enseignes de pharmacie, les horloges sur les places, les parcs-mètres, à la radio, partout. L'heure de la montre est différente. Comme je fronçais les sourcils, il poursuivit. L'heure de votre montre n'est pas la même que l'heure à ma montre. Vous pouvez choisir de l'avancer de quelques minutes ou de la laisser retarder. Vous pouvez négliger de changer la pile, etc., etc. Je coupe. Mais si ce n'est pas la vraie heure, si elle est différente pour tout le monde, à quoi ça sert? La vraie heure, dites-vous. Vous y croyez, vous, à la vraie heure? Le méridien de Greenwich, fis-je, sentant mes jambes se mettre à trembler. Il n'y a que 2 vraies heures dans la vie, chère madame, celle de la naissance et celle de la mort. Entre les deux, c'est... Et alors, je m'arrête un peu parce que ça... Je fais une coupe parce que je vais arriver à un moment que j'aime bien. Donc, il parle de l'heure, du temps qui passe. Et puis, à un moment, comme elle ne sait plus quoi dire, elle dit « Vos bagues sont horribles !» Lancai-je sans l'avoir prémédité, regrettant aussitôt cette attaque. « Les gens préfèrent... » m'apprit-il. Les gens préfèrent quand c'est horrible. Les gens préfèrent quand c'est laid. J'ai beaucoup aimé aussi ce passage, effectivement. Comme élément central dans votre livre, en dehors des personnages et de ces thèmes un peu abstraits, il y a un thème qui est peut-être un petit peu plus concret, c'est la musique. C'est une évidence tout au long du roman, hein, c'est même assez visible sur la couverture en l'occurrence. À la fois parce que c'est un des thèmes qui est abordé, parce que la narratrice est elle-même musicienne et vient d'une famille de musiciens amateurs.
Et aussi parce que c'est un livre très musical de manière générale, que c'est assez travaillé dans la phrase, dans le rythme, dont tout s'agence. Alors, dans le livre, on connaît à peu près la place de la musique dans la vie de votre narratrice. Quelle place occupe la musique dans votre vie ? À peu près la même. C'est pourtant pas un détail pas important. J'ai dit tout à l'heure que c'était des détails pas importants. C'est pas du tout un détail de la musique dans ma vie. J'en écoute énormément. J'en ai toujours fait. J'en ai fait faire à mes enfants. Mes frères et sœurs sont musiciens. Mes enfants sont musiciens. J'ai un fils qui est compositeur, carrément. Donc c'est très important. Et c'est, comment dire, c'est tellement important que à certaines époques de ma vie, ça a pu être, il y a pu avoir un arbitrage entre est-ce que je vais vers la musique ou est-ce que je vais vers l'écriture. Puis une fois que je suis allée vers l'écriture, la musique a disparu. Peut-être parce que j'avais peur qu'elle prenne trop de place ou parce que j'avais moins le temps de pratiquer. Et il y avait un seul livre dans lequel la musique était importante. C'était un livre pour enfants que j'avais écrit qui s'appelle « Comment j'ai changé ma vie ». Et c'était merveilleux d'écrire avec la musique, d'écrire sur la musique, autour de la musique. Et puis ça a redisparu. Et puis en 2016, j'ai écrit la biographie d'un très grand pianiste de jazz qui s'appelle René Ortreger. Et là, j'ai passé 1 an plongé dans la musique, dont la musique est revenue de manière très très forte. Et pour ce livre-là, je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles la musique a complètement envahi le livre. Il y avait une raison pratique qui était que j'ai été malade pendant cette période et que je ne pouvais plus du tout marcher. Et donc j'ai été dans une situation de handicap et j'avais l'habitude d'énormément marcher. Je sais pas, quand je partais pour faire au moins 10 kilomètres. Et je me suis retrouvée coincée. Et là, j'ai repris, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à la place ? Et j'ai repris ma flûte traversière que j'avais abandonnée pendant très longtemps. Et je me promenais dans la musique, en fait. J'avais, des kilos de partitions. Et j'ouvrais, et c'était même pas, je jouais même pas bien. J'ouvrais à n'importe quelle page et allez, on pose. Hop, on pose. C'était pour me promener. Donc la musique est revenue comme de manière très très centrale. Et puis il s'est trouvé que écrivant sur le temps et puis aussi prenant la vie de la narratrice c'est un livre qui se déploie sur toute une vie. Il y a quelque chose qui me frappait, c'était que moi j'ai beaucoup l'esprit d'escalier. Vous voyez ce que c'est l'esprit d'escalier ? Donc je me dis sans cesse, ah non, mais c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait dire. Ah non, je revis la scène. Alors voilà, alors là, on fait ça. Et puis là, je dis, et non. Et là, c'est parfait. Et donc, ça m'arrive beaucoup de faire ça. J'ai pas l'esprit d'à propos, je fais des gaffes, je suis jamais au bon moment. Et je me disais, tiens, dans la vie, on peut pas du tout le faire, revenir en arrière pour faire mieux. Alors que en musique, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille. On revient en arrière pour faire mieux. Et donc la musique me permettait d'être comme un miroir déformant de ce que sont nos existences, c'est-à-dire si notre vie était vraiment bien, ce serait de la musique. Et puis aussi, il y avait en écrivant le livre, je me rendais compte que je me précipitais avec mes personnages vers la fin de l'existence et que j'avais jamais eu autant conscience que ça d'une chose qui est formulée par une phrase un peu désagréable dans le livre, mais bon, c'est comme ça qu'elle est venue pour définir la vie, c'est on ne va nulle part et on y va très vite. Bon, c'est pas très très rigolo comme programme, mais bon, c'est dit. Et je me disais, tiens, la musique offre un répit, offre une sorte de moments, des tas de sortes de moments, des tas de voix à l'intérieur de cette flèche. En fait, ça détourne la trajectoire sans arrêt. Et ça me paraissait être une sorte de, je sais pas comment dire, d'antipoison, d'antidote. Et aussi à la fin, je me souviens d'ailleurs, c'est ce que m'a dit cet ami qui avait lu le livre. À la fin, il me dit, mais
c'est bon, tu as fini par résoudre cette équation impossible. Je dis, comment ça? Il me dit, ben, le fait qu'on n'a qu'une vie et c'est tout. Et on le fait qu'une fois. Parce que ça, je ne m'en remets pas non plus. Le fait qu'on soit là pour une fois, je me dis, comment ça, une fois? Ça ne me paraît pas du tout suffisant. Il dit, ben non, avec ce livre, on voit bien qu'on n'est pas là une fois. On est là une fois, mais on est là dans nos rêves, ça fait 2. On est là dans nos fantasmes, ça fait 3. On est là dans la vie des autres, ça fait 4. On est là dans le souvenir de gens qui nous ont croisés qu'une fois, ça fait 5. Et donc, il me dit, en fait, tu démultiplies. Et ça aussi, c'est musical. C'est-à-dire que vous avez une ligne mélodique, et puis autour de ça, vous faites des arrangements, vous faites de la polyphonie, et tout à coup, ça s'élargit, et c'est un tout petit peu moins pénible. Donc la musique, elle avait vraiment sa place. Effectivement, c'est assez proche de la vision de la narratrice, je pense, en effet. Et alors, toujours à propos de musique, il y a un morceau, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qui revient à plusieurs reprises, ponctuer le texte, qui est le Quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hensel Mendelssohn. Je l'ai noté, mais là, de mémoire, j'avoue que... Ouais, c'est pas évident. Alors, je pense qu'il y a un morceau qui est inconnu de la plupart des gens, et qui, donc, voilà, je resitue un peu pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qui est le morceau que la narratrice joue avec son père et ses sœurs en quatuor, justement, lorsqu'ils habitent encore tous les 4, lorsqu'ils sont enfants. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau ? Alors, c'était un hasard heureux. J'étais avec Étienne qui avait toqué à la porte. Je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment de lui. Et puis, je roulais sur les routes de campagne à côté de chez moi. Et puis, quand je roule, j'écoute toujours France Musique. Et là, France Musique a eu la bonne idée de passer le quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hensel Mendelssohn, que j'avais jamais entendu. Et pour de bonnes raisons, c'est que c'est un quatuor qui a été très récemment enregistré et que c'est une compositrice qui était la sœur en fait de Félix Mendelssohn, qui était une compositrice géniale, mais dont les œuvres n'ont absolument pas été publiées à l'époque où elle vivait. Elles ont été jouées de son vivant dans son salon, mais pas plus. Et elle était très admirée par son frère et elle était encouragée par son mari, ce qui est quand même rare pour l'époque. Mais enfin, dans la mesure de ce qui était possible dans ce siècle, dans ce 2 siècles en arrière. Donc, mais c'est un quatuor très très puissant, très court, ça dure 20 minutes, et avec des mouvements très, très contrastés. Il y a vraiment des choses ultra presto, d'autres très lentes, et une énergie incroyable. Et je me suis arrêtée sur le bord de la route pour écouter ça, et je me suis dit, mais c'est... Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça l'énergie que j'aimerais mettre dans ce livre. Et donc après, je l'ai écouté sans arrêt pendant que j'écrivais. Ça a donné, il s'est invité en tant que personnage dans le livre, puisqu'il est joué, on en parle, etc. Et puis aussi le fait que ce soit une compositrice de génie et absolument méconnue, ça permettait de tisser un autre motif qui est celui de la condition féminine, tout simplement. Et parce que cette question hante la narratrice. Elle se demande beaucoup comment faisait sa mère, comment faisait sa grand-mère et les femmes avant elle, et comment elle vit maintenant, et comment vivaient les autres, et quel est l'espace pour les femmes maintenant, et quel était l'espace pour les femmes avant. Et donc la voix, pour moi, pouvoir faire entendre la voix de Fanny Mendelssohn, c'était une manière de rendre justice ou de poser une question, d'interroger. Alors, j'ai sélectionné évidemment un petit passage sur la musique. Je vais vous dire à quelle page, parce que je crois même qu'il y en a 2. Il y en a un, page 68, avec, je pense que c'est avec sa prof de... Ah oui. Quelque chose s'est interrompu chez toi. Quelque chose. Ouais. Et jusqu'à là, c'est ça, oui. Oui, c'est parfait. Alors, donc la narratrice, elle est violoniste. Et
pas une très bonne violoniste. Hein. Tous les personnages du roman sont que des musiciens amateurs. Il y a pas de, eux, ils sont pas des grands génies. Quand ils jouent, par exemple, le quatuor au début du livre, ils n'arrivent jamais à le jouer. Et puis en plus, comme c'est une pièce qui n'a jamais été enregistrée, ils ne savent pas à quoi ça doit ressembler. Donc ils essaient, ils n'y arrivent pas, ils se plantent. Bon. Et à un moment, la narratrice se prend des cours avec un professeur qui s'appelle Zoraya Pernashti et qui est une sorte de voyante. Alors, elle lui dit à un moment pendant le cours, « Tu sembles complètement ailleurs. Tu es amoureuse ? » ?»« Non. »« Quelque chose s'est interrompu chez toi. La musique, ça ne s'arrête jamais. C'est fort sans arrêt, beau sans arrêt. Quand c'est fort et quand c'est beau. La musique ne t'attend pas. Elle ne te laisse pas le temps de pointer du doigt et de t'écrier. Là, là, c'est beau. Elle a déjà continué. Elle est déjà plus loin, dans une autre beauté. Accepte au moins de vivre ça, de chanter avec ton instrument, de le laisser échapper, de le guider sans le brider. Vas-y, reprends mesure 18, juste avant le crescendo. Je voyais ce que Zoraya voulait dire, mais je ne parvenais à rien exécuter. J'aurais souhaité qu'elle se contente de me seriner le « c'est pas brillant, brillant » des débuts. Seul ce refrain saturé par l'absence d'espoir savait me calmer. « Comment ça va à la maison ?» demanda-t-elle soudain, alors que ma main droite maniait un archet qui avait je ne sais comment triplé de volume, tandis que les doigts de ma main gauche se bousculaient sur une touche qui paraissait raccourcie de moitié. « La maison ?» dis-je. « Tes parents, tes sœurs ?» La maison n'existe plus, aurais-je voulu lui répondre. Lise fait ses études à Lyon, Dora est avec ses copains, ma mère est partie avec le dentiste et mon père devient aveugle, comme Tata Colette, sauf que lui, ça l'empêche de travailler à l'orfèvrerie. La maison est sombre, elle ne sent plus jamais la nourriture et toujours le renfermer. Alors justement, cette phrase, moi, m'a beaucoup interpellée. La maison n'existe plus parce que je crois qu'elle revient à plusieurs reprises dans le roman. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la narratrice ? La maison n'existe plus. La maison de l'enfance, la maison avec papa, maman et les 3 filles. Ça aussi, je m'y suis beaucoup attachée à essayer de décrire le statut qu'a pour chacun de nous, pour la plupart d'entre nous, disons, l'enfance comme un moment dont on sait, une fois qu'il s'est achevé, qu'il dure très peu de temps, mais pendant qu'on y est, ça dure très longtemps, et non seulement ça dure très longtemps, mais ça pose les bases d'une sorte d'éternité. On a l'impression que tout sera comme ça toujours. Et on ne voit, à un moment, la narratrice en parle, elle dit, elle sait bien que ça va changer, elle voit bien que ses parents ne vivent pas avec leurs propres parents. Pourtant, pendant qu'on le vit, il y a on est comme dans une stase, on grandit, mais il y a quelque chose qui reste permanent, la fratrie, les parents. Et comme la mère part, c'est là qu'elle dit la maison n'existe plus, parce que une fois que la mère est partie, c'est plus la maison, parce que il n'y a pas cette sorte de communauté serrée, cohérente, avec ses défauts de fonctionnement, avec tout ce qu'on veut, mais qui est le monde connu. Elle passe ailleurs, dans un monde inconnu. Et à plusieurs reprises, la narratrice retourne dans ce moment-là, jusqu'à même un moment où elle va en pensée visiter. Oui. Enfin, elle s'assoit en face de chez elle. Alors on est presque à la fin du roman, et elle s'assoit en face de chez elle, enfin chez elle qui n'est plus chez elle. Et elle regarde l'immeuble du dehors. Et elle regarde chaque fenêtre et elle se dit que peut-être à l'intérieur, il y a encore elle, ses sœurs, son père, sa mère, en train de vivre leur vie qu'ils avaient quand ils étaient tous ensemble. Et pendant un instant, elle est proche d'y croire. Et effectivement, la narratrice, en l'occurrence, elle cristallise effectivement beaucoup de choses autour de l'enfance, puisque c'est, entre autres, aussi un événement marquant de son enfance qui, selon elle, va plus ou moins la faire passer à côté de toute sa vie, quoi. Donc c'est d'autant plus important. Parce que je ne sais pas si on peut dire qu'elle passe à côté de sa vie, parce qu'en fait le roman il s'ouvre sur la rencontre entre la narratrice et Étienne, et ils sont à un concert, et un petit garçon qu'elle ne connaît pas se tourne vers elle et lui dit « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds ». Et elle le regarde, la musique va commencer, elle a très peur, on ne parle pas avant que la musique commence, il faut se taire. Et ne sachant pas quoi dire, elle le regarde et elle dit « Moi, je t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers ». Et
ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'elle sent, il y a quelque chose de poignant dans ce refus, ce rejet. Et puis il y a le côté solennel, ils sont dans la salle des mariages à la mairie, donc elle a l'impression que peut-être ils sont fiancés. Parce qu'il y a cette espèce de trouble chez les enfants que moi je trouve toujours très touchant, où ils sont pas vraiment sûrs de comment ça se passe. Ils ont une vague idée, et il y a beaucoup d'enfants qui pensent par exemple que si on s'embrasse sur la bouche, on a fait un enfant. C'est ça, maintenant moins, mais à une époque on se disait oula. Maintenant moins, je suis d'accord. Mais ils croient d'autres énormités. Hein. Moi, pour avoir beaucoup discuté avec des enfants, franchement, parfois j'étais là. Donc des conceptions. Il y a des petits morceaux qu'ils ont chopés ici, un autre petit morceau là, ils mettent tout ça ensemble. Ça a l'air de faire un truc vrai, mais non. Pour nous, on sait que c'est pas vrai, mais pour eux, c'est vrai. Et donc la narratrice, elle a ce moment, elle se dit, on est dans la salle des mariages, si ça se trouve, on est fiancés. Et elle reste sidérée par ça. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en fait, il se trouve que ce garçon, elle va le recroiser par hasard, plusieurs fois dans sa vie, et que son existence va totalement l'absorber. Elle va être fascinée par sa façon de vivre, et lui, il la reconnaît jamais en plus. Et donc, quand vous dites, elle est passée à côté de sa vie, non, alors vivre avec Étienne, je crois pas que c'est un cadeau, hein, mais c'est plus alors ce qui m'a donné l'impression, en tout cas, c'était le sentiment qu'elle avait elle. Mais peut-être que c'est ma lecture à moi, hein, ça c'est possible. Peut-être vous qui avez ce sentiment. Qui aimez-vous passer à côté de votre vie? Vous êtes un peu jeune encore. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le passer à côté de sa vie, ça a l'air négatif, alors que pour moi, cette espèce d'existence parallèle, elle n'est pas négative. C'est comme si ça donnait du relief à sa propre existence. Le fait d'avoir la vie qu'elle a, qui est pas mal, en fait. Mais oui, voilà. On est d'accord. Elle commence par faire un métier qu'elle aime pas, elle finit par faire un métier qu'elle aime, elle rencontre un homme qui est absolument charmant, elle a des enfants merveilleux, enfin, mais il y a toujours cette autre vie à côté qui se déroule en son absence, mais c'est plutôt pour moi que ça offre une caisse de résonance à sa propre existence et que ça démultiplie ses sentiments, ça lui permet d'avoir une sorte de double vie, sans avoir les inconvénients de la double vie qu'on connaît. Hein. Bon, c'est tentant, mais enfin, c'est beaucoup de fatigue. Mais elle s'interroge quand même, il me semble, alors peut-être que c'est moi encore qui ai fait cette lecture-là, auquel cas je vais vraiment commencer à m'inquiéter. Elle s'interroge quand même sur Elle trouve sa vie justement à cette Étienne absolument fascinante parce que elle est traversée par un amour foudroyant et par une tragédie qui suit peu après. Et elle se fait quand même la réflexion qu'à côté de ça, sa vie lui paraît absolument morne et ennuyeuse en faisant la comparaison avec celle de sa mère lorsqu'elle vivait avec son père. Mais ça, c'est une réponse à « c'était mieux avant », d'une certaine manière. Parce que moi, ça me fait rire les gens qui trouvent toujours que c'était mieux avant. Et moi, j'ai à dire « avant » Quand, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était bien, c'était horrible. Et si vous voulez, ce truc de dire où c'était mieux avant, quand on n'avait pas la pilule, c'était mieux vraiment? Vous pensez vraiment que c'était mieux? En fait, c'est aussi, comment dire, à une toute petite échelle, une réflexion sur la façon qu'on a de vivre nos vies et d'être insatisfait, en particulier quand on vit dans le confort. C'est-à-dire que le confort est très louche. Et on peut en parler ici, dans un pays qui est très insatisfait de lui-même et où il y a... qui est quand même un pays où on vit très 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 bien par rapport à d'autres pays pas si lointains. Mais quand même, on n'est pas content, on râle, on voudrait autre chose, on voudrait que ce soit mieux, etc. Et ça, c'est le luxe du confort, c'est le merveilleux luxe du confort. Et donc, elle, à sa petite échelle, à l'échelle individuelle, elle vit aussi ça. Elle vit le luxe du confort, qui est réel, mais ce luxe d'avoir envie du drame, envie du terrible, envie, et ça pour moi c'est quelque chose que je vois à l'œuvre. Alors par exemple, je me disais c'est bizarre, je trouvais toujours bizarre que des gens qui lisent des faits divers et qui après les racontent.
Et c'est une activité qui a beaucoup lieu. Hein. Moi, j'ai une copine qui adore lire les faits divers. Elle est passionnée. C'est le truc qu'elle lit en premier dans le journal. Et après, elle dit, et alors, tu sais, la petite fille, il l'a découpé. Et après, il a mis chaque morceau dans une enveloppe et il les a envoyés à chaque membre de sa famille. Je suis là, mais pourquoi on le raconte ? C'est atroce. En plus, c'est vrai, c'est vraiment arrivé. C'est déjà suffisant. Il n'y a pas le recul de la fiction, quoi. Voilà. Non. Et donc, je m'interroge là-dessus, sur qu'est-ce que c'est la fascination du terrible, la fascination de l'horreur, la fascination de la tristesse, la fascination de la tragédie. Et aussi, en ce moment, c'est vrai que moi, je suis frappée par le règne des passions négatives. La collapsologie, et c'est la fin du monde, et c'est la fin de tout, et c'est très grave. Ce qui est vrai. Enfin, pas pire qu'à d'autres époques. Enfin, chaque époque a son terminus, quoi. Et bon, il s'incarne de façon différente, et ça fait partie des représentations avec lesquelles on doit vivre. Et puis si c'est la fin du monde, après tout, pourquoi pas. Bon. Mais il y a une vraie, je sais pas, quand j'utilise le mot passion négative, j'utilise le mot passion vraiment dans son sens le plus fort. C'est-à-dire et à la fois une envie d'en découdre, quoi. Comme s'il y avait un héroïsme lié au fait de vivre un moment terrible. Alors comme c'est pas assez terrible, on se monte pas mal le bourrichon, parce qu'il y a toujours des choses terribles qui arrivent, mais elles sont pas forcément assez près. Alors géographiquement, on était éloignés. Alors bon. Et ce qui est bien avec la globalisation, c'est que le terrible atteint bien partout. Donc comme ça, on est rassuré. Mais cette envie du pire, hein, c'est une pulsion que je trouve très forte et très à l'œuvre chez des tas de gens. Et c'est aussi ça qu'on fait, hein, quand on lit de la littérature. Hein. Parfois, on lit aussi ça. On va loin dans le désarroi, dans le désespoir, dans l'horreur, dans la tragédie. Et c'est pour moi une pulsion comme ça qui est à l'œuvre chez la narratrice, qui n'a pas de nom, donc on ne peut pas l'appeler. Elle s'appelle narratrice. C'est un très joli prénom composé, nar-atrice. Et donc, la narratrice, elle est aussi dans cet élan-là, de vivre quelque chose de doux et de se dire « Ah, mais il se passe tellement de choses quand les gens meurent, quand ah là là, ça a l'air incroyable !» C'est incroyable, mais enfin, bon, est-ce qu'on veut le vivre ? Oui, c'est ça, parce que d'un point de vue extérieur, quand on le lit, on se dit « Mais alors moi, j'ai aucune envie d'être à la place de ce garçon, personnellement, donc… Et alors tout à l'heure on parlait justement de la condition féminine, et pour moi c'est aussi central dans ce roman. C'est pour ça que j'étais aussi surprise lorsque vous l'avez dit tout à l'heure que le point de départ c'était pas la narratrice mais justement Étienne, parce que les personnages de femmes m'ont beaucoup marqué dans ce roman, et notamment les personnages de mère, puisqu'il y a la mère de la narratrice, mais la narratrice qui devient elle-même mère après, et que j'ai retrouvé des sentiments de lecture que j'avais eu déjà dans La chance de leur vie, puisque Sylvie, l'un des personnages principaux de La chance de leur vie, était aussi une femme un petit peu empêchée, sauf que voilà, je pense qu'elle se l'avouait pas forcément. Quel lien est-ce qu'il y a entre la maternité et ce sentiment qu'on peut avoir d'engloutissement en tant que femme ? Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, dans tout ce que vous venez de dire, en vérité. Oui, c'est vrai. C'est un peu fouillis, d'ailleurs, désolé. Parce que, par exemple, dans La chance de leur vie, effectivement, il y a un personnage qui s'appelle Sylvie, et qui a une 60aine d'années, et qui est parfois perçu comme étant empêchée. Pour moi, c'est un personnage de femme totalement libre. C'est marrant parce qu'elle a été décrite parfois comme une femme au foyer. Et je dis, c'est pas une femme au foyer, elle fait rien chez elle. Elle ne pratique pas de profession, mais elle fait jamais à manger, elle fait jamais une machine, elle fait rien, quoi. C'est son mari qui fait tout. Et elle est juste là. Et elle existe et elle trouve que ça suffit. Et elle voit pas pourquoi elle prouverait quelque chose et pourquoi, etc. Et pour moi, j'avais décrit ça, je me souviens quand je faisais des rencontres autour de ce livre et tout le monde me disait quand même une femme au foyer et son mari la trompe et patati et patata, et je dis ah non, mais là moi je vous emmène vers le post-féminisme. C'est le moment où on n'a pas
besoin de faire comme les hommes, de faire aussi bien, de s'accomplir, etc. Juste, on est là, ça suffit. On n'a pas besoin de se justifier. Et peut-être que je suis allée trop vite, trop loin. Les gens n'ont pas compris. Non, parce que vous avez raison, parce que c'est un personnage particulièrement ambigu et complexe. Ouais. Donc on peut s'arrêter très vite à cette lecture-là, mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur ce personnage-là. Et mais d'ailleurs, après, qui rejoint le personnage la deuxième vie du personnage de la mère de la narratrice, parce que la mère de la narratrice se retrouve elle-même lorsqu'elle... ça c'est un petit spoiler, mais lorsqu'elle quitte son mari, le père de la narratrice, elle se retrouve aussi dans une vie où... et ça m'a fait beaucoup sourire aussi, où elle se retrouve à ne rien faire, mais pareil, et en fait elle s'épanouit parce qu'elle ne fait plus la lessive, parce que tout d'un coup elle s'est découvert un goût pour le thé, parce que très probablement que son mari lui préparait le thé, enfin voilà, c'est... Et effectivement, elle trouve complètement son bonheur là-dedans et une forme totale d'épanouissement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, alors après, l'engloutissement, pour moi, c'était plutôt l'engloutissement dans le silence, plus que dans les tâches, parce qu'on met beaucoup de choses sur les tâches, mais il y a aussi l'absence de parole, moi, qui me frappe, et aussi Et c'est un moment vers la fin du livre aussi où la narratrice se pose la question, Gisèle se pose la question, comment faisait ma mère, comment faisait ma grand-mère, comment faisait-elle avant, par rapport au... je pense que ça fait pas très longtemps qu'on demande aux femmes, ça va ? C'est une question en fait qui est très récente, qui est très moderne. Bon, les hommes, c'est pas la peine de la poser puisqu'ils n'ont pas envie de parler en général. Non, je déconne. Mais il y a moi, ce qui me frappait, mais alors c'est vrai que c'est lié à... Je pense que c'est lié à mon histoire personnelle et qui entre forcément en résonance avec ce que j'écris. Je sais que pendant l'écriture de ce livre, et ça peut paraître très bizarre parce que c'est pas du tout une chose qui est dite dans le livre, mais je pensais sans arrêt, comme une espèce de petit leitmotiv, je me disais, mon arrière-grand-mère s'est mariée à 9 ans, ma grand-mère s'est mariée à 16 ans. Et je me disais, mon arrière-grand-mère a été mariée à 9 ans. Et c'est vrai, hein. Et c'est il n'y a pas longtemps, arrière-grand-mère. Peut-être vous avez connu vos arrière-grand-mères, elles sont pas... Voilà. Et je me disais, et moi je suis là, et j'écris, et je parle, et c'est fou. Et en fait, donc c'était plus dans... Comment dire ? C'était quelque chose de... Peut-être un mouvement plus général, plus ample que l'engloutissement dans la maternité ou l'engloutissement dans les tâches ou dans la maison, ou la disparition aussi de la femme à l'intérieur de sa maison. En fait, elle disparaît, elle est sa maison et elle, parfois, pas tout le temps en plus. Donc c'était plutôt autour de la parole que ça venait me visiter dans ce livre. Et je me disais, tiens, alors que ça n'est pas présent dans ce livre, j'avais l'impression que je parlais pour ces femmes qui n'avaient pas du tout parlé avant moi et qui étaient dans des situations qui sont de l'ordre qui sont irreprésentables pour moi. Être mariée avec un type qu'on n'a jamais vu quand on a 9 ans, je passe beaucoup de temps à essayer de me représenter ce que ça peut faire. Pas agréable. Non, effectivement. C'était pas tellement mieux avant, finalement. Voilà. On y revient. J'ai sélectionné un petit passage justement sur le personnage de la mère que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce personnage aussi parce que j'ai eu la sensation que la narratrice ne la ménageait pas. Parce que, voilà, à partir du moment où elle quitte son père, justement, la maison n'existe plus, enfin encore moins, on va dire. Alors que je trouve que c'est le moment où le lecteur la découvre et qu'on commence vraiment à l'apprécier, la mère, quoi. Voilà. Donc il y a cette espèce de paradoxe et pourtant on ne la voit qu'à travers la fille. Voilà. Est-ce que c'est page 70 ? Non. Ouais, enfin moi c'était page 71. 71, voilà. Oui. De l'homme que je vais appeler en... Ah voilà. Ah d'accord. Ah oui.
Oh là, c'est une phrase très très importante. Il fallait pas du tout la dire avant. Donc la mère a quitté sa famille et elle est allée vivre avec Henri. L'homme que je n'ai appelé Henri que 5 ans après la séparation de mes parents avait commencé par être son dentiste avant de devenir son patron, puis son mari. J'ignore s'il était déjà amoureux d'elle quand il lui soignait les dents. Je suppose que oui. Ma mère était une beauté. S'approcher d'elle, que l'on fût homme, femme ou enfant, provoquait une sorte d'irradiation. Je l'ai constaté souvent et toujours avec fierté. Il n'y avait pas de raison pour que le docteur Taïeb ne succombe pas. Ce qui est plus mystérieux, c'est la passion que ma mère a déclarée pour cet homme. Non qu'il manquât de séduction. Il était élégant et drôle, possédait de longues mains habiles et récitait en italien des pans entiers de la Divine Comédie. Je ne crois pas qu'il l'ait courtisée. Il était lui-même marié et père de 2 enfants, assez religieux, timide en présence des femmes, et son cadet de 5 ans, oui, le cadet de la mère. Ce qui m'étonnait surtout, car on voit souvent des couples mal assortis, c'est que ma mère ait eu le temps et l'idée de tomber amoureuse, non de lui, mais amoureuse en général. À la maison, elle avait toujours l'air si préoccupée, les tempes creusées par une anxiété constante. Elle rangeait, elle classait, elle pliait et repliait. Je me disais parfois que si on l'avait laissée faire, elle aurait tout plié et replié en carrés de plus en plus petits, sa famille, sa maison, les voisins, la ville, la campagne tout autour, les montagnes, les lacs, la mer, les océans, les continents lointains et leurs habitants, jusqu'aux régions polaires, tout ça en minuscules carrés qu'elle aurait consignés dans le bas du placard avec sa collection de sacs en plastique. Un soir qu'elle était repassée à la maison pour prendre des chaussures oubliées, mon père l'avait apostrophée avec douceur, un sourire au coin des lèvres. « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, le docteur Taïeb ? Ne me dis pas qu'il est communiste. » Parce qu'elle est communiste, la mère. « Il a voté Mitterrand. Tout le monde a voté Mitterrand, même moi. Il n'y a que Tartigno, comment il s'appelle déjà, le coiffeur de Planète 2000, Tartufo, qui a pris ses jambes à son cou pour échapper au rouge. J'ai pas envie de parler de ça. De quoi tu veux qu'on parle ? De rien. J'ai fini de parler avec toi. Eh bien, moi, non. Moi, je n'ai pas fini de parler avec toi. Tu veux qu'on se dispute ? Non. Ce que je veux, c'est comprendre. Je suis un intellectuel, moi, madame. Il n'y a rien à comprendre. Tu as quitté ton mari et tes filles et il n'y a rien à comprendre. Je suis amoureuse. On n'est pas amoureuse à 45 ans. Alors, j'ai une question sur la narratrice encore. En fait, il y a une atmosphère très, très, très particulière tout au long du roman, et je crois que c'est qu'à la fin que ça m'est apparu un peu plus clairement. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup... Alors, en dehors du fait qu'on assiste beaucoup à ses rêveries, à l'énumération de ses souvenirs, etc., à la vie telle qu'elle imagine qu'elle aurait pu se passer si elle en avait décidé autrement ce fameux jour dans la salle des mariages. Mais il y a aussi quelque chose un procédé dans la narration qui est très troublant, je trouve. C'est qu'à la fois on est dans une narration à la première personne, c'est vraiment la narratrice qui raconte, et en même temps on a très souvent des espèces de travelling sur d'autres personnages avec des détails, une force de détail incroyable. Et puis alors moi à chaque fois je me suis dit mais où est-ce qu'elle est la narratrice pour voir ça? Ça m'a beaucoup perturbée. Et à la toute fin, je me suis dit mais en fait est-ce que presque on pourrait pas à un moment la considérer comme un espèce d'esprit ou de fantôme qui passe de scène en scène, en plus du fait qu'elle n'ait pas vraiment de nom. Et puis il y a un passage, il y a une espèce de discours, je crois, que prononce un rabbin sur le fait qu'on n'est jamais certain d'exister vraiment. Alors est-ce que vous l'avez aussi pensé comme un personnage qui aurait pu ne pas vraiment exister? Alors pas vraiment. C'est en fait quand je vous disais que la musique avait été très importante dans la composition du livre aussi, c'est-à-dire que je me suis pas du tout interdit de ne pas enchaîner de manière logique, c'est-à-dire quand vous passez d'un mouvement à l'autre dans un concerto ou dans une symphonie, le mouvement d'après le premier, il paraît venir d'ailleurs parfois. Il y a un silence et on se retrouve ailleurs.
Et ça, c'est quelque chose que je trouve très très beau et qu'on ne s'autorise pas toujours en littérature. Et donc pour ça, j'ai été influencée. Mais je dois vous confier quelque chose il y a une explication à tout ça. En vérité, c'est fait de manière assez subtile, donc on n'est pas forcé de le voir. Mais en vérité, toutes les scènes qu'on a décrites de l'extérieur, on apprend à un moment du livre, mais pas tout de suite, comment ça se fait qu'elle le sait. C'est parce qu'elles ont été racontées, mais on apprend beaucoup plus tard. Elles ont été racontées par quelqu'un d'autre. Mais ça tient en une phrase, donc si on lit vite... Ah, ça m'intrigue, ça demande une deuxième lecture, alors. Ah, ben ouais. Parce qu'en fait, tout est justifié. Il n'y a aucun tour de magie, aucun artifice. Quand on a, par exemple... Alors, il y a la conversation entre Rita et son arrière-grand-mère. Ça, c'est une scène qui arrive... On se dit, mais qui c'est ces gens? On les a jamais... En plus, c'est souvent en début de chapitre. Oui. Et alors, moi, à chaque fois, je me suis dit, on change de voix. Et puis, en fait, non, pas du tout. Et alors, évidemment, quand on est lecteur, on est toujours perturbé par des micro-détails. On est tellement ancré dans nos habitudes que le moindre petit changement de... Mais c'est vrai que je me suis autorisé pas mal de choses, formellement, mais qui sont... Enfin, en vérité, il y a une logique, mais qui n'est pas forcément exposée. Et un autre ami me disait tu fais quand même drôlement confiance à ton lecteur. Hein. et je disais oui, pourquoi pas, on peut travailler ensemble. C'est une des forces du roman aussi. Et justement, c'est ces espèces de recul de point de vue et en même temps focaliser sur d'autres détails. Et voilà, ça m'a beaucoup intriguée, mais alors, je n'ai pas su déceler toutes les explications, mais bon, cela dit, ça m'allait très bien de penser que ça pouvait être aussi une âme. Oui, quand on s'appelle la narratrice, on est peut-être la narratrice omnisciente. Hein. Voilà, exactement. On n'est pas loin. C'est ça. Je crois qu'il est pas loin de 19h. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? N'hésitez pas. Hein. Ou des remarques. Ou, Allez-y, il n'y a pas de problème. Est-ce que la narratrice, avec son Étienne, n'aimerait pas voir le geste qu'a eu sa mère avec le dentiste? Alors, comme je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Non, pas du tout, mais il y a beaucoup de liens entre ce que vit la mère et ce que vit la fille, et quand même il y a un système d'écho. Le fait, effectivement, il y a un moment, il y a une scène où elle est en conversation avec sa mère, à un moment où ça va pas très bien, et sa mère lui dit: tu vas tellement plus vite que moi. Et ça, c'est une parole qui lui fait complètement, enfin qui lui fait prendre un autre chemin, un moment où elle s'y attendrait pas forcément. Et d'une certaine manière, la narratrice, elle est beaucoup plus libre et beaucoup plus vite libre que sa mère ne l'a été. Donc là aussi, il y a une sorte d'amélioration, si on veut, en tout cas oui, en quelque sorte. De ce que j'ai pu comprendre, la maison n'est plus la maison dès lors que la mère s'en va. Et elle, son foyer, enfin sa maison à elle, qu'elle a construit avec. Elle s'est mariée il y a des longtemps. Est-ce que l'exemple de la mère, elle vit chez elle un certain comportement? Je pense plutôt que ça autorise à une certaine douceur. En fait, sa mère, elle quitte une vie qui était. Le mari, le père de la narratrice, il est tout à fait marrant. Hein, c'est pas un horrible gars. Hein. Mais la mère est complètement prise dans une sorte de
je sais pas, le côté diabolique de l'économie domestique. Et en fait, c'est à tout ça qu'elle échappe quand elle part de la maison, parce qu'elle elle est, comment dire, comme prélevée du quotidien par un homme qui l'admire, qui l'aime tellement, qui est là, qui fait tout pour qu'elle n'ait rien à faire. Et donc elle acquiert un autre statut. Elle est comme une sorte de princesse. Bon, il se trouve que comme par hasard, l'homme avec qui la narratrice vit, il est extrêmement disponible et il fait tout, il s'occupe des enfants. Donc c'était comme, oui, il y a quand même une histoire de modèle qu'on reproduit pas ou de contre-modèle qu'on regarde et on se dit ah oui, quand même, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah oui. Une fois que le livre est terminé ? Alors parce qu'on relit énormément pendant qu'on écrit le livre, hein, puisqu'il y a... Voilà. Alors, je ne le fais pas je ne le ferai pas de moi-même. D'une part parce que je suis tellement curieuse des livres des autres que j'ai toujours plus envie de lire le livre de quelqu'un d'autre que mon propre livre. Mais je le fais par la force des choses. Parce que bien souvent, dans le cadre de ce qui s'appelle la promotion, puisque c'est ça qu'on vit, après que le livre est paru, eh bien, on se promène à Toulouse, par exemple, on se promène dans des tas d'endroits et on parle du livre. Alors là, il arrive qu'on fasse des morceaux en lecture, mais il arrive que ce soit pire encore, parce que qu'est-ce qui arrive, par exemple, mardi dernier, j'étais dans la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement à Paris, où je donnais une lecture du roman, une lecture dansée que j'ai mis en place avec une chorégraphe, danseuse qui s'appelle Louise Hakim. Et donc on travaille ensemble. Et pour faire cette lecture, vous imaginez bien que je ne vais pas lire 260 pages. Il faut que ça dure environ 1 heure, 1 heure et quart. Et donc pour faire ça, il faut faire un montage. Et pour faire un montage, on est obligé de relire son livre en entier. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut que ce soit cohérent, il faut sélectionner les passages. On en choisit un, on se dit non, celui-là, il ne va pas raccorder avec l'autre. Il faut à la fois que ce soit une unité où l'idée, c'est que des gens qui n'ont absolument pas lu le livre et qui liront peut-être jamais, aient quand même eu une histoire. Donc, il faut fabriquer une lecture, ça fait 20 pages. Donc, vous voyez, pour tirer 20 pages de plus de 200, on est forcé de se relire. Et donc là, on se relit. Et bon, parfois on a des bonnes surprises, parfois non. Parfois on change des choses. Moi, ça m'arrive pour des lectures mais aussi parce que l'oral aussi. À l'oral, il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre en place, donc je modifie. Mais je vais répondre à votre question par une autre question, qui est une question qu'on me pose parfois, qui est comment vous savez que votre livre est terminé au moment de le rendre à l'éditeur. Et je dis qu'il y a une ultime lecture et que si j'arrive à lire tout le livre sans faire c'est qu'il est fini. Parce qu'il y a plein de moments où j'ai encore très 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 honte. Donc quand la honte est terminée, je ne dis pas que je trouve ça merveilleux, je dis juste j'ai plus honte. Ce qui fait que quand je le relis, ça va, c'est calme. C'est pas extraordinaire à faire, mais j'accepte de le faire. Et puis après, comme j'aime beaucoup, en revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est le lire à voix haute. Donc je considère que ce plaisir que je vais me faire à moi-même, qui est de lire le texte à voix haute, eh ben, il se paye par le fait que je doive le relire avant. Mais voilà, c'est pas une activité que je pratique pour mes loisirs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi, j'en ai encore 2 en fait, dont une qui vient de me venir à l'esprit, puisqu'on parlait justement du travail de l'écrivain, entre guillemets. Vous avez une autre activité que romancière, vous êtes aussi traductrice.
Est-ce que ça a une influence sur votre propre travail d'écriture et si oui, dans quelle mesure? Ça a beaucoup d'influence sur mon travail d'écriture et je le souhaite d'ailleurs. Et je me demande d'ailleurs comment font les écrivains qui ne traduisent pas, parce que c'est un entraînement extraordinaire. Et puis moi, j'ai la chance de choisir les auteurs que je traduis, donc je choisis que des auteurs qui sont que j'estime être meilleurs que moi. Donc c'est comme si je me hisse et en général, j'en sors un petit peu grandi. Donc ça aide pour ça. Il y a aussi des tas de choses, parce qu'il y a dans l'écriture, il y a beaucoup d'artisanat en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre comme on apprend à faire un métier. Et par exemple, il y a des tas de petits gestes. Il y a certains qu'on sait très bien faire, et il y en a d'autres qu'on sait moins bien faire, comme dans n'importe quel artisanat. Par exemple, manier, ça a l'air d'être une question de prof de français, mais manier la concordance des temps, c'est un vrai enfer sur un roman. C'est un véritable enfer. Et quand on traduit, il arrive qu'on comprenne des choses de sa propre langue dont on n'était pas certain de maîtriser certains passages d'un temps à l'autre. Et comme on est forcé de le faire dans la traduction, parce qu'on évite, en vérité, quand on écrit son propre livre, on fait ce qu'on sait faire. La traduction, ça vous permet de faire ce que vous ne savez pas faire. Ça vous oblige à faire ce que vous ne savez pas faire. Mais après, une fois que vous avez appris à le faire, vous savez le faire. Donc c'est comme si ça ajoutait des nouveaux outils, des nouveaux gestes qu'on ne savait pas pratiquer. Donc c'est extrêmement précieux. Et aussi, je sais que moi, il m'arrive d'entendre des écrivains dire que pendant qu'ils écrivent, ils ne lisent pas parce qu'ils ne veulent pas être influencés. Et moi, je trouve qu'être influencé, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que, en général, je suis influencée par des gens qui sont plus puissants que je ne le suis. Donc, c'est très bien. Et je trouve qu'on apprend beaucoup par imitation. En musique, on apprend par imitation. En danse, on apprend par imitation. Il y a toute la théorie, mais après, c'est en regardant et en étudiant comment font les autres et en écoutant qu'on arrive à développer sa propre façon de faire. Et en écriture, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc plus je lis, mieux j'écris. Plus je traduis, mieux j'écris. Donc oui, c'est très, très important. Oui, puis alors, après, est-ce que ça peut faire naître même des idées de personnages ou des idées de romans carrément? Non, mais tout est empruntable. Enfin, moi, j'ai pensé entre autres je crois que vous avez traduit le recueil de nouvelles d'Alice Munro qui s'appelle Un peu beaucoup passionnément, je crois, effectivement, et qui parle de personnages féminins, d'amour, et elle est toujours très subtile sur la psychologie et la finesse des relations entre les personnages, voilà. Et j'ai retrouvé pas du tout sur le fond, mais voilà, dans le. Mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre juste après avoir traduit ce recueil de nouvelles absolument sublime que je vous conseille. Un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, et qui est une des choses les plus belles que j'ai lues de ma vie. C'est extraordinaire. Et j'ai rarement été dans un état comme ça pendant que je traduisais, c'est-à-dire à la fois un état d'exaltation. C'était très difficile aussi, parce que c'est un texte qui a l'air simple et qui en fait est extraordinairement compliqué, et elle passe sans arrêt le temps. On croit qu'on est au présent, et puis on continue de lire, et tout le temps on dit mais où je suis? Et en fait, on se rend compte qu'on est on est dans le passé, et il y a une fluidité entre les époques qui est étourdissante. Et tout ça, vraiment avec une apparence de simplicité, et c'est une merveille. Et c'est vrai que ce roman, je l'ai commencé juste après avoir terminé la traduction d'Alice Munro, et ça m'avait vraiment ouvert des portes sur à la fois le maniement du temps, des temps des verbes, mais aussi de la temporalité des actions, et aussi sur l'intériorité des personnages, comment y avoir accès, comment on entre. C'est vraiment comme si j'avais découvert, mais en fait il y a une petite porte, bah voilà. Et donc c'est comme si en traduisant, j'avais vu où est cette porte. Et après, ça fait partie des outils merveilleux, des apprentissages merveilleux. C'est un bel enrichissement, effectivement.
Et alors, ma dernière question, pour finir, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire votre prochain roman ? Ben, en fait, je crois que je l'ai peut-être bien commencé dans le train pour venir ici. Parce qu'il faut voir, pour venir ici, j'ai mis 7 heures. Donc, Voilà. donc ça laisse le temps de faire pas mal de trucs. Et j'avais emporté mon cahier. Alors, hier soir, déjà, j'étais assez agitée. Et quand je suis agitée comme ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et j'ai dit à mon mari et à mon fils aîné qui était là, j'ai dit, il y a un truc, j'ai envie de parler d'un truc. Je crois que c'est le nouveau livre. Il y a un truc là je crois que c'est le nouveau livre. Ils ont dit, alors c'est quoi ? Et puis je leur ai dit, il y a ça. Et alors au début, ils étaient comme ça. Et j'ai dit, allez, ça et ça et ça. Et ils disaient, ah ouais. Et donc j'ai emporté le cahier. Je me suis dit, peut-être qu'il va commencer dans le train. Et il a commencé dans le train. Merci. On se rappellera donc que l'origine était en route vers Toulouse. C'est ça. Merci beaucoup, Agnès, de nous avoir accordé ce temps-là. Merci à vous toutes. Merci à vous toutes d'être venues. Le roman d'Agnès de Sarthe, L'éternel fiancé, est paru aux éditions de l'Olivier. Agnès de Sarthe est l'autrice de romans pour enfants à l'école des loisirs, tels que À deux c'est mieux, La plus belle fille du monde, Le poulet fermier, entre autres, et de romans pour adultes aux éditions de l'Olivier, Un secret sans importance, prix du Livre Inter en 1996, Dans la nuit brune, prix Renaudot des lycéens en 2010, ou encore Ce cœur changeant, prix littéraire du Monde en 2015. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 18 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.